Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce débat axé aujourd'hui sur les développements concernant le dossier sahraoui sur la scène internationale. Pour commencer, l'Agence espagnole de coopération au développement, dépendant du ministère espagnol des Affaires étrangères, vient de modifier ses cartes géographiques officielles sur son site web pour y inclure de nouveau le tracé des frontières entre le Maroc et le Sahara occidental. Un véritable revirement de situation de la part de l'Espagne après la débâcle provoquée par la position du Premier ministre Pedro Sánchez. Toujours est-il, depuis quelque temps, l'Espagne, par la voix de son Premier ministre, commence à changer de position officiellement et de manière affichée. En attestent de cela les dernières déclarations de Sánchez devant la 77e Assemblée générale de l'ONU, où il a reconnu le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Comment faut-il interpréter cette succession de pas en faveur de la cause sahraoui? Pour en parler avec nous ce soir, nous aurons le plaisir d'accueillir successivement M. El-Khanti Bala, journaliste et militant sahraoui, par Skype depuis Paris. M. El-Khanti, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Également depuis Paris, M. Badis Khanissa, expert en relations internationales. M. Badis Khanissa, bonsoir. Bonsoir et merci encore. Et Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon, mais également fervent défenseur de la cause sahraoui. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Gilles Devers, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Merci. Alors, nous allons commencer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer avec vous, Monsieur El-Khanti Bala. Que l'Espagne décide aujourd'hui de réintégrer le Sahara occidental dans ses cartes géographiques est une reconnaissance manifeste que ce territoire est totalement indépendant de celui du Maroc. Un coup dur pour Rabat, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On peut l'interpréter ainsi. Un coup dur, d'autant plus que on avait vu quelques positions complètement bizarres et étranges de la part de ce même gouvernement, de ce même ministère. Aujourd'hui, on assiste à une déclaration du Premier ministre espagnol à l'ONU en contradiction avec sa lettre au roi du Maroc. Et aujourd'hui, on assiste à une correction des cartes géographique qui n'inclut pas le Sahara occidental. Donc c'est un bon pas vers la reconnaissance de la réalité sahraoui et quelque part conformité avec le droit international. Espérons que cela dure. Oui, très bien. Monsieur Gilles Devers, pour revenir justement à cette question, qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui que ce pas a été fait par l'Espagne, réintégrer justement le tracé frontalier entre le Maroc et les Sahraouis? Mais écoutez, manifestement, on a eu une espèce de saillie politique qui répond uniquement à des jeux internes et à des préoccupations de gaz, par exemple. Mais l'Espagne est un État européen, elle est soumise aux juridictions européennes. La Cour de justice en 2016 a dit que ce sont deux territoires distincts et séparés. Elle l'a confirmé en 2021. On est en appel de cette décision et l'Espagne est partie prenante de cette procédure. Et elle dit une chose quand c'est dans les médias et pour plaire à l'associé marocain, mais quand elle est dans la procédure et devant les juges, elle dit autre chose. Donc c'est la reculade qui commence, mais c'était simplement ce qu'on appelle une baudruche politique. Donc la réalité, il y a rien qui est inventé dans le dossier du Sahara. Depuis 1963, c'est sur les territoires non autonomes, la Cour internationale de justice, l'occupation militaire, la MINURSO. Enfin, si c'est pas un pays indépendant qui a vocation à l'indépendance, pourquoi il y a une force d'interprétation de l'ONU? Donc l'Espagne, elle remet les pieds sur terre et c'est un désaveu avec beaucoup de honte pour le Premier ministre. Oui, c'est un désaveu, vous le dites. D'ailleurs, depuis le départ, les propos ou la position de Sánchez n'a pas été du tout approuvée par les partis politiques ni la classe politique espagnole. Le fait que ça soit réintégré, M. Badis Khanissa, il faut dire que ça a été réintégré à nouveau. Cela veut dire que cela existait déjà. Le tracé frontalier qui sépare le Maroc du Sahara occidental, deux territoires complètement distincts, existait. Il n'a fait qu'être réintégré. Et je pense que nous assistons aujourd'hui à effectivement un énième volte-face du royaume ibérique, et notamment du gouvernement Sánchez, qui dénote, pour ma part en tout cas, une espèce de fébrilité du gouvernement, une fébrilité de la politique de Sánchez. Vous savez, dès les premiers prémices de cette volatilité ou cette désinvolture, je dirais, politique de Sánchez à l'époque,
par rapport à la déclaration pro-Maroc suite à des lobbyings certainement officieux, j'avais émis cette projection, en tout cas en matière de gestion des relations internationales, qui ont été accentuées certainement par des profonds changements dus à la mutation du modèle ou même de l'ordre mondial aujourd'hui suite au conflit en Ukraine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Espagne ne pouvait que revenir un peu, je dirais, à la raison, même si j'avais évoqué volontairement ou involontairement, Oui. bon gré mal gré, le gouvernement Sanchez, par la pression aussi, faut-il le rappeler, de l'opinion nationale, en tout cas, la rue grogne aujourd'hui en Espagne pour plusieurs raisons, et notamment celle qui est une espèce de conséquence subsidiaire de ces déclarations irresponsables. Donc oui, on se réjouit, même si c'est des politiques de petits pas, mais nous avons besoin de concret, nous avons besoin d'actes francs et clairs sur le terrain, compte tenu que l'Espagne est partie prenante. L'Espagne est un acteur majeur dans cette équation complexe et qu'elle se doit d'être impliquée davantage avec des positions franches et responsables. Oui, alors autant que, je dirais, autorité administrante, l'Espagne, est-ce que vous ne pensez pas, M. Badis Redissa, et je vous relance sur cet aspect, que cela est un coup dur pour le Maroc? Et dans ce cas précis, si c'est le cas, comment et de quelle manière cette nouvelle va être plus ou moins accueillie par Rabat? Encore un énième camouflet du royaume chérifien, en tout cas du Merzen aujourd'hui. Nous assistons effectivement à la résultante, je dirais, de l'isolement du Maroc aujourd'hui sur la scène internationale, mais notamment sur plusieurs questions. Le Sahara occidental occupe une partie majoritaire. Nous assistons également à ce déni, je dirais, déni chronique caractérisé du Maroc, qui vit dans une espèce de paradoxe diplomatique, faut-il le rappeler, dans lequel il s'abstine à croire qu'en répétant le même mensonge plusieurs fois, il devient réalité. Non, que nenni, le mensonge reste un mensonge. Nous avons en face de nous une cause juste, un peuple opprimé, oppressé. Nous faisons face à une question de colonisation, pour ne pas dire l'exception de colonisation aujourd'hui en 2022. Très bien, M. Khedissa. M. Kantibala, on voit de plus en plus de signes positifs de l'Espagne depuis quelque temps, pour ne pas dire depuis l'intervention du Premier ministre Pedro Sánchez à la 77e Assemblée de l'ONU en faveur du dossier sahraoui, à commencer par ce revirement de position donc, du Premier ministre lui-même qui a été à l'origine de cette polémique entre le Sahara occidental et l'Espagne. Comment expliquez-vous tous ces gestes en faveur du Sahara occidental et du dossier sahraoui surtout? Je pense que le gouvernement espagnol avait commis un impair terrible pour son pays, qu'il a un peu dégradé la position de l'Espagne vis-à-vis des autres pays, et que on connaît quelque part quelques raisons liées notamment à cet espionnage via Pegasus, le chantage qui lui a été fait par-ci par-là, y compris par ses partenaires au PS espagnol. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils se rendent compte du terrible erreur dans laquelle a engagé son pays. Il faut quand même se rendre compte que l'Espagne reste malgré tout considérée par l'ONU comme une puissance administrante qui a une responsabilité juridique, sans même parler de la responsabilité morale, mais il a une responsabilité juridique vis-à-vis du Sahara occidental. Et donc la pression qui a été faite de part et d'autre de nombreux pays sur l'Espagne a fait que les dirigeants espagnols actuels se rendent compte qu'ils ne peuvent pas trop s'écarter non plus du droit international. Et à ce titre, je rappelle que de nombreux avocats espagnols avaient dénoncé la position du Premier ministre espagnol, avaient rappelé cette responsabilité espagnole, en conformité d'ailleurs avec un arrêt de la Cour suprême espagnole qui considère l'Espagne comme ayant une responsabilité dans la décolonisation du Sahara occidental. Donc, quelles que soient quelles que soient les situations géopolitiques, il y a une constante qui est celle de la responsabilité de l'Espagne dans la décolonisation du Sahara occidental. Maître Gilles Devers,
ce rectificatif du tracé frontalier entre le Sahara occidental et le Maroc est-il un pas de plus justement envers le Sahara occidental, mais je dirais un pas de plus pour rattraper un petit peu l'écart qu'a commis le Premier ministre Pedro Sánchez? C'était vraiment le minimum. Et il faut peut-être aussi préciser à ce stade du débat que en Espagne, le Premier ministre n'a pas la compétence pour les affaires internationales. Donc c'était une simple déclaration politique en fait, vu que c'est, par exemple en France, je connais moins la situation inconstitutionnelle en Algérie, mais en France, c'est le chef de l'État qui a la politique étrangère, alors qu'en Espagne, c'est l'Assemblée qui a la politique étrangère. Donc c'était vraiment un coup qui avait été fait par le Premier ministre. Et effectivement, c'est cinglant pour lui de devoir avaler ce mensonge politique. Maintenant, l'Espagne sait très bien qu'elle a un intérêt majeur qui est la pêche. Et tout ça s'est suspendu à l'évolution de l'accord de coopération entre l'Union européenne et le Maroc. Et si cet accord est annulé parce qu'il veut s'appliquer aux eaux du Sahara occidental, ça je crois que c'est une perspective pour 2023 compte tenu de l'avancement du procès, eh bien l'Espagne va devoir se retourner devant les autorités sahraouies pour obtenir les droits de pêche. Donc il est temps que l'Espagne prenne le sens de ses responsabilités. Les Sahraouis l'ont montré tant de fois dans l'histoire, ils ont un haut sens de responsabilité, ils ont un sens de la distance des événements, ils ne réagissent pas aux crises, ils ne réagissent pas aux crispations, ils ont des vues sur le long terme. Il faut que l'Espagne fasse de même, parce que sinon, eh bien, les licences de pêche, elles ne seront pas données les nouvelles licences de pêche, quand elles seront sahraouies, elles ne seront pas données aux bateaux espagnols. Donc, le discours pour plaire au roi, pour satisfaire quelques investissements, la peur aussi des manipulations du Maroc avec la drogue et avec l'immigration. Tout ça, ça a un temps, mais sur le long terme, la seule ligne de conduite pour l'Espagne, c'est de se conduire comme un État membre de l'ONU, un État membre de l'Union européenne, de respecter la frontière, de dire, comme vient de le dire la Cour africaine des droits de l'homme, que l'occupation militaire du Sahara occidental par le Maroc n'est pas une question juridique, c'est un fait acquis. La Cour l'a jugé il y a 15 jours. Donc tout ça, ce sont plus que des signes d'alerte. L'Espagne a peut-être quelque chose à jouer pour l'avenir, mais il faut qu'elle le fasse dans le respect du droit, ou alors elle a des additions vraiment très coûteuses qui l'attendront, parce que on ne va pas donner les licences de pêche à ceux qui coopèrent avec les criminels. Très bien, Monsieur Gilles Devers. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons remarqué que depuis quelque temps, comme je le disais dans mon intro, il y a de plus en plus de pas en avant en avantage ou à l'avantage du dossier sahraoui, qui est en train de gagner de plus en plus de soutien de la part de la communauté internationale et donc de retrait par rapport à un plan d'autonomie complètement plutôt qui n'existe pas, qui n'est que le fruit de Rabat et du Makhzen, ce plan d'autonomie qui perd du terrain, il faut le dire, et toujours en matière de soutien, comme je le disais, de plus en plus grandissant. La 4e commission de décolonisation a vu une très forte mobilisation autour du dossier sahraoui, justement, et on parle même d'une déferlante de vagues de soutien au siège de l'ONU et surtout devant cette commission qui se tient. Alors nous allons, messieurs, d'abord voir ensemble monsieur Jean-Paul Lecoq, qui est un député français, mais qui est également un fervent défenseur de la cause sahraoui, et nous revenons au débat. La 4e commission de décolonisation et de politique spéciale forme la raison d'être des Nations Unies, celle de l'émancipation des peuples par leur autodétermination. Depuis son inscription en 1963 sur la liste des territoires non autonomes, le Sahara occidental attend d'accéder à cette demande, sans qu'aucune des résolutions des Nations Unies mettant en avant cette obligation ne soit respectée. Aujourd'hui, alors que la guerre frappe l'Ukraine et que la plupart des États membres ont décidé de punir la Russie, qui a violé le droit international, une fenêtre historique, diplomatique s'ouvre pour faire respecter ce droit dans tous les conflits. La méthode appliquée à la Russie doit créer un précédent. Les résolutions doivent être accompagnées de sanctions appliquées. Désormais, plus de retour en arrière ne doit être possible. La géométrie variable dans l'application du droit international et des sanctions n'est plus acceptable.
Si la Russie est durement sanctionnée pour retourner sur le droit chemin, il doit en être de même pour tous les autres États. Sans quoi cela saprerait la crédibilité des Nations Unies et donc du droit international. Député français, je suis élu dans un État qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce rôle devrait obliger mon gouvernement à agir pour le droit international. Pourtant, la France applique, elle aussi, le droit international en fonction de ses propres intérêts. Je suis le premier à le critiquer en exigeant de mon gouvernement qu'il règle, par exemple, le statut de Mayotte. Cette exemplarité est nécessaire lorsqu'il s'agit d'imposer la justice à tous. Alors, voilà, imposer la justice à tous. Monsieur El-Khanti Bala, tout est dit, je crois, dans cette intervention, en tous les cas l'essentiel. Alors, faut-il vraiment aujourd'hui sortir de l'application du droit international qui est toujours appliqué de manière ou de géométrie invariable, plutôt variable? Excusez-moi. Malheureusement, les Sahraouis l'ont constaté à leurs dépens depuis le début du conflit. Et là, je rejoins ce qu'a dit Maître Devers, c'est-à-dire que les Sahraouis inscrivent leur combat dans le temps long. Et Mohamed Abdelaziz, Allah yarhamou, l'a répété à plusieurs reprises. C'est un combat de tout un peuple pour sa vie, pour sa survie. Peu importe les sacrifices, peu importe le temps, il continuera à son combat, il continuera à mettre la communauté internationale devant ses contradictions. Ce n'est pas la première, mais le contexte géopolitique actuel la met devant une forte contradiction qu'il va falloir résoudre, notamment les membres du Conseil de sécurité, certains membres qui n'ont cessé de contourner le droit international pour quelque part donner droit au Maroc qui n'en a pas. Je crois également que le secrétaire général des Nations Unies a une forte responsabilité dans ce qui se passe au Sahara occidental. Il doit absolument considérer que quand même ce qui se passe dans la région nord-africaine est extrêmement grave pour la sécurité de la région, à moins que celle-ci ne signifie rien pour lui. Et donc alerter le Conseil de sécurité sur cela et hâter la décolonisation du Sahara occidental. Il s'agit quand même d'un colonialisme de type classique, avec tout ce que cela comporte de méfaits. Et on n'a pas le temps ici de le rappeler, mais les violations des droits de l'homme, les assassinats, les disparitions, tout cela est le lot quotidien du peuple sahraoui. On ne peut pas continuer à faire comme si il ne se passe rien au Sahara occidental, il ne se passe rien en Afrique du Nord. Le peuple sahraoui tout de même ne demande pas plus qu'un jour d'autodétermination, de vote, pour exprimer le statut de son territoire. C'est tout ce qu'il demande à la communauté internationale et aux Nations Unies. On en est maintenant à la 30e année dans l'espoir d'une organisation d'un référendum d'autodétermination. Vous rendez-vous compte? C'est extrêmement grave. Oui, très bien, Monsieur El-Khanti Bala. Monsieur Badis Khnissa, alors le dossier sahraoui est très présent, voire présent en force, s'il n'est pas au cœur même des débats de la 4e commission de décolonisation. Justement, il y a un grand mouvement de solidarité vis-à-vis de la question sahraoui, un mouvement grandissant, de plus en plus fort, surtout pour en finir avec cette question de colonisation finalement qui n'a que trop duré. Écoutez, c'est qu'une suite logique, effectivement, ce que nous assistons aujourd'hui à cette assemblée de l'ONU. Rappelons-le que la résolution 1514 historique de 1960 est très claire sur le point notamment du droit de l'autodétermination du peuple sahraoui, qui plus est avec une évolution défavorable, en tout cas d'un peuple opprimé, oppressé, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'évoque aussi, je reviens un peu parce que j'ai pas été... en tout cas, voilà, j'ai pas pu donner mon point de vue sur la question précédente. Oui, j'avais évoqué effectivement cette mutation, cette évolution géopolitique, notamment due au conflit ukrainien, qui a fait qu'aujourd'hui, l'Occident, dans sa globalité, fait face à effectivement une espèce de discours, de double discours dans lequel il se doit aussi de s'imprégner, de s'impliquer davantage d'une manière un peu plus responsable et affichée, contrairement à avant, notamment sur la question sahraoui. Je ne suis pas étonné des postures ou parfois même des postulats de certains États, mais aujourd'hui, je pense que la conjoncture est telle que
pour plusieurs raisons, notamment géopolitiques, mais aussi énergétiques, font qu'aujourd'hui, la question sahraoui se doit d'être posée sur la table, notamment lors des événements internationaux comme l'Assemblée générale de l'ONU, mais également dans d'autres événements à venir, et notamment le sommet arabe et d'autres événements. Le Sahara occidental aujourd'hui est élevé au rang d'État. Nous l'avons vécu récemment avec la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Le président du RAS a été accueilli par le Kais Saïed, le président tunisien. Ils sont invités dans pas mal d'événements. Ceci est révélateur, je dirais. Absolument. Ceci est très révélateur et très représentatif de la posture, de la nouvelle posture en tout cas, de l'opinion internationale, de la communauté internationale dans sa globalité, puisque c'est une équation globale qu'il faut prendre avec tous ces facteurs. Donc pour revenir effectivement à votre question, aujourd'hui le Sahara occidental a démontré effectivement qu'il a le droit de cette autodétermination tant voulue, tant attendue, au lourd tribut d'ailleurs, monsieur l'a rappelé, effectivement, nous assistons au quotidien, mais en même temps, faut-il rappeler aussi que la lutte armée est revenue sur le terrain pour plusieurs raisons, notamment évidentes, à savoir que le royaume chérifien, en tout cas le Merzen, comme je le qualifie, pour être plus juste, se terre dans cet isolement, se terre dans cette solution dans laquelle personne n'y croit. En tout cas, il n'y a que lui aujourd'hui qui, si tenté avait une espèce de raison, on va dire résiduelle qui lui reste, s'affiche comme en fait un pays isolé, s'affiche comme un pays qui plus est en matière de partenaire, un partenaire instable, et je pense que l'Espagne l'a appris à ses dépens, d'autres pays également l'ont appris à leurs dépens, avec peut-être ce point d'orgue aujourd'hui, ou ce point de basculement avec cette espèce de normalisation, certes, par souveraineté des États, tout pays a le droit de normaliser, mais avec quand même une base arrière comme le Maroc comme base arrière, en tout cas pour des actes hostiles contre d'autres pays. Donc effectivement, le Maroc ne croit pas au principe du bon voisinage, ne croit pas à l'intérêt commun, notamment sur la région du Sahel, la région nord-africaine et la stabilité. Bien au contraire, il souhaiterait effectivement, in fine, instaurer une tension permanente, déstabiliser la région de manière à pouvoir provoquer ce chaos et être peut-être plus ou moins en position de force. Il n'en est rien aujourd'hui, encore une fois. Le Maroc, on va dire, se terre, est dans une posture suicidaire aujourd'hui, diplomatiquement parlant, encore une fois avec cette légèreté chronique, franchement, qu'on n'a jamais vécue, en tout cas sur la question non seulement du Sahara occidental, mais sur d'autres questions, notamment en matière de partenariat avec d'autres pays. Et encore une fois, cet isolement n'était qu'une suite logique. Alors, la question qu'on pourrait se poser, Maître Gilles Devers, les résolutions sont là, les soutiens sont là. Il y a aussi le droit international qui ne fait plus de doute sur le fait de décoloniser justement les territoires sahraouis. Mais qui pourra justement convaincre l'autre partie d'aller? Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui temps que le concert des nations ou la communauté internationale exerce des pressions sur la force occupante? Écoutez, franchement, je pense que ça sera beaucoup plus que des pressions. Et en tout cas, moi, je reçois les consignes du Front Polisario pour aller beaucoup plus loin que ça. L'arrêt de la Cour africaine concerne tous les États africains et la Cour a dit que les États africains devaient apporter leur soutien au peuple sahraoui pour son indépendance. Bon, donc ça c'est jugé en Afrique, c'est terminé. Et la Cour dit bien que l'occupation militaire, c'est plus une question juridique, c'est une question de fait. Donc le Maroc avait voulu faire pression en rentrant dans l'Union africaine, eh bien c'est perdu, voilà. Et nous allons maintenant nous attaquer aux pays qui ont cru pouvoir faire des consulats absolument pitoyables d'ailleurs à l'Aïoud, comme si le pays des Comores avait besoin d'un consulat à l'Aïoud. Enfin, nous allons nous occuper de ça. On va faire place nette. Ensuite, sur le plan européen, ben, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas si long que ça, parce qu'on a démarré il y a 8 ans, et on arrive maintenant vers une décision qui sera la décision finale de la Cour, en grande chambre, en appel, et on a le Front Polisario à l'honneur d'avoir contre lui le Conseil, la Commission, la France, l'Espagne, la Lituanie, la Hongrie également qui se rajoutent. Donc, si d'autres veulent venir, la Belgique aussi, qui viennent. On pourra tous les faire. Voilà, ça je m'explique, je parle comme un boxeur, mais au bout d'un moment, c'est de ça qu'il s'agit, parce que ce qu'ils font au peuple sahraoui est absolument inacceptable. Donc nous allons vers un arrêt très favorable
de la Cour. Si ce n'est pas cette fois-ci, ce sera un petit peu plus tard, mais nous aurons la personnalité juridique du Front Polisario en droit international, ce qui veut dire, il n'y a que la Cour qui peut nous donner cela, c'est la seule juridiction assez puissante, ce qui veut dire que le Front Polisario va prendre ensuite un statut juridique international dans tous les pays européens et qui pourra plaider directement dans tous les pays européens. Et j'engage par ailleurs un recours en responsabilité contre l'Union européenne qui laisse faire tous ces trafics, cet enrichissement, cette spoliation en même temps du Sahara. C'est un chiffrage qui se fait à 600 millions par an direct avec les effets induits. On est à peu près à 1 milliard, donc le procès sera lancé. Et je dois vous dire ce soir que j'ai également le mandat de préparer, vu qu'on aura cet arrêt de la Cour dans peut-être un an, des attaques très fortes contre les grandes entreprises. Il ne s'agit rien de moins que de les fracasser. Et je pèse mes mots. On veut fracasser les compagnies aériennes, on veut fracasser les banques, on veut fracasser les compagnies d'assurance, on veut fracasser les groupes énergétiques qui sont au Sahara occidental et qui sont tous d'obédience européenne. Donc s'il n'y a plus de droit européen pour être au Sahara occidental, on les attaque jusqu'à les ruiner, jusqu'à ce qu'ils partent. Voilà. Donc ça c'est tout à fait clair. C'est-à-dire qu'on va sortir des résolutions, qui reste la base la plus forte, on sort des décisions de justice pour dire le droit, on rentre dans un phénomène d'application dès qu'on aura passé ce cap. Donc nous on voit l'évolution du litige et là où je suis confiant, c'est que ces actions juridiques elles porteront des coups très sévères. On prendra les plus gros chalutiers, on prendra tout ce qu'il y a de plus gros pour le taper, voilà, et qui dégage. Voilà, j'aime bien votre temps, Monsieur Gilles Devers. Au fait, c'est ce qui va servir, parce que c'est la seule solution, à dissuader d'autres pays qui pourraient être tentés justement à échanger avec le Maroc en considérant que le Sahara occidental est un territoire marocain, c'est-à-dire être dans le déni. Monsieur Kantibala, est-ce que vous souhaitez faire un commentaire sur ce que vient de dire Monsieur Gilles Devers? Et pour aussi, il y a une information qui disait que la délégation des îles Canaries a plaidé également pour le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, faisant très peu de cas du plan marocain. Comment expliquez-vous justement cette succession de soutien pour le Sahara occidental? Je suis tout à fait d'accord avec et de camoufler pour le Maroc. Gilles Devers dans ce qu'il vient de dire, et j'ajoute que la victoire du peuple sahraoui est au rendez-vous. Il ne peut y avoir qu'une telle issue. Le Maroc a transgressé ses frontières. Il est dans un territoire qui ne lui appartient pas, il n'a rien à y faire et il doit dégager le plus tôt possible, sera le mieux pour la paix et pour la sécurité dans la région et dans le monde. Et sera cela l'issue de tout colonialisme. Nous sommes dans le sens de l'histoire, le Maroc est dans le sens contraire et voilà, la victoire sera au rendez-vous. Oui. Et je disais que concernant la délégation des îles Canaries, la 4e commission de l'ONU, c'est déjà honteux qu'on continue de discuter la question du Sahara occidental dans une telle commission. D'ailleurs, elle n'a aucune raison de continuer de l'être. Le colonialisme est un fait abject, horrible, qu'il doit de toutes les façons disparaître de la vue de la communauté internationale. Ceux qui sont responsables de faire traîner la question du Sahara occidental à la 4e commission doivent avoir honte et ce fait doit cesser une bonne fois pour toutes. Très bien, Monsieur Kantibala. Monsieur Khanissa, je vous donne le dernier mot, mais alors là, je vous demanderai d'être vraiment très bref. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une évolution favorable, très favorable, pour des raisons évidentes, notamment d'abord humaines, puisque nous parlons de questions de colonisation, mais surtout aussi de droit international auquel il faut se conformer. Donc, moi, je retiens deux aspects. Le premier aspect, c'est d'abord aussi, je reviens un peu à Sanchez et sa déclaration lors de l'Assemblée générale de l'ONU, dans lequel il a minutieusement évité d'évoquer cette question d'autonomie élargie du Maroc, comme il l'a fait précédemment. Donc, c'est gage aussi d'évolution et de prise de conscience et surtout de responsabilité qu'on souhaiterait voir concrétiser sur le terrain à plus grande échelle. Le deuxième aspect aussi, c'est encore une fois cette cause juste qui doit être soutenue par l'ONU, notamment par de Mistura, qui, dans un prisme très élargi en matière de consultation, nous l'avons vu d'ailleurs avec pas mal de pays, notamment la Russie, pour trouver un consensus avec des pays lourds, on va dire comme la Russie comme un membre permanent justement de l'ONU, c'est gage aussi de vouloir, avec une volonté beaucoup plus responsable et franche, de vouloir trancher sur cette question.
Merci beaucoup, Monsieur Badis Khanissa. Merci également à Maître Gilles Devers et Monsieur El Khanti Bala. Merci, Monsieur, d'avoir pris part à notre débat. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut. Au revoir.